À 4 heures du matin, tout s'arrête près des Canaries. 57 camions, cachés sous des sacs d'aide humanitaire, laissent entrevoir un arsenal impressionnant, des fusils d'assaut aux missiles. Que se passe-t-il réellement quand Ibrahim Traoré choisit de rendre publiques ses armes, rompant avec le secret militaire? Ce geste, lourd de conséquences, marque un tournant stratégique. Mais pourquoi cette décision, au-delà de la saisie spectaculaire, pourrait-elle changer l'avenir du Burkina Faso, un pays suspendu entre la menace invisible et la souveraineté retrouvée? Ibrahim Traoré, en choisissant de révéler l'ampleur de cette saisie d'armes, transforme une simple opération militaire en un défi national. Derrière les chiffres et les armes, l'enjeu est plus vaste, la stabilité du Burkina Faso. Alors, ce geste n'est pas qu'une victoire tactique, mais un coup stratégique qui interroge les bases même de la souveraineté. Quels seront les impacts sur la sécurité, sur l'économie et surtout sur la confiance des citoyens? Le Burkina Faso se retrouve à un carrefour crucial. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple affaire d'armement, mais une bataille pour l'avenir d'un pays. Et cette guerre pourrait bien être invisible, menée sur des fronts que nous ne percevons pas. Quelle sera la réponse du pays face à ce défi monumental? En seulement quelques jours, l'interception de 57 camions révèle bien plus qu'un simple trafic d'armement. Ces véhicules, prétendant transporter de l'aide humanitaire, cachent un arsenal impressionnant. Fusils d'assaut, missiles, explosifs. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les premiers chiffres, une estimation de 700 millions de dollars, suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une contrebande ordinaire. L'affaire prend une autre dimension, celle d'un réseau structuré avec des ramifications financières et politiques qui s'étendent au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus simplement une saisie, mais la découverte d'un projet géopolitique qui pourrait déstabiliser la région tout entière. Le rôle de Ibrahim Traoré devient essentiel. Sa décision de rendre cette information publique est un acte stratégique, un message fort aux acteurs internes et externes. C'est un moment charnière où le Burkina Faso, au bord du chaos, choisit la transparence comme arme principale. Et cette décision pourrait redéfinir non seulement la sécurité du pays, mais aussi ses relations avec les puissances internationales. Derrière cette saisie d'armement se cache une histoire de décision stratégique prise à un moment crucial. Le capitaine Moussa Kaboré, lors de sa patrouille nocturne près des Canaries, remarque un convoi suspect avançant silencieusement sous des phares éteints. Ce détail insignifiant pourrait passer inaperçu, mais il déclenche une alerte immédiate qui lance une chaîne d'événements. Cette intervention, presque banale en apparence, se transforme rapidement en un tournant décisif pour la sécurité du pays. La rapidité de la réaction, l'engagement des forces de sécurité et la mobilisation des ressources sont la preuve d'une nouvelle dynamique au sein des institutions burkinabais. Mais au-delà de l'efficacité de la réponse, cette affaire met en lumière des vulnérabilités. Les failles dans la surveillance frontalière et les soupçons de complicité interne révèlent un réseau de corruption et de malversation bien plus vaste. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de rendre publiques les informations, brise un tabou en ouvrant une fenêtre sur cette réalité inquiétante. Ce geste de transparence, bien qu'impopulaire auprès de certains, devient un levier pour réorganiser les priorités sécuritaires du pays. Il se positionne en chef de guerre et en stratège, assumant la complexité de la situation tout en envoyant un message clair. La souveraineté du Burkina Faso est entre ses mains et il est prêt à tout pour la défendre. Les premiers signes d'une menace sérieuse apparaissent rapidement après l'interception des 57 camions. Dès le deuxième jour, une série de découvertes vient confirmer que l'opération n'est pas le fruit du hasard. Le matériel saisi est bien plus vaste qu'une simple cargaison de contrebande. Des armes de guerre, des explosifs, des missiles, le tout fait état d'une organisation bien planifiée allant au-delà de la portée de simples trafiquants. Les autorités burkinabées réagissent avec une rapidité remarquable. Alors que les premiers inventaires sont réalisés, les rapports sont envoyés à Ouagadougou et des équipes spécialisées commencent à analyser les routes empruntées par les camions et à collecter des informations sur les financiers et les intermédiaires impliqués dans cette affaire. Les premiers recoupements mettent en lumière des liens directs avec des zones de conflit en Libye et au Yémen,
confirmant l'idée que ce réseau n'est pas un simple incident local, mais un projet international bien structuré. À ce moment précis, Ibrahim Traoré prend une décision capitale. Il convoque le Conseil national de sécurité et, pour la première fois, met cette affaire sur la place publique. La diffusion des informations, y compris les chiffres clés de la saisie, marque un tournant dans l'enquête. Le pays tout entier prend conscience de la gravité de la situation. Ce qui semblait être une simple saisie devient un indicateur d'une menace beaucoup plus grande, une menace planifiée, et qui aurait pu déstabiliser le Burkina Faso à un niveau institutionnel. Dans les jours suivants, des perquisitions sont menées dans plusieurs zones sensibles du pays. Les forces spéciales, après avoir sécurisé les camions interceptés, mettent à jour des caches d'armes supplémentaires et découvrent des documents liés à des organisations extérieures et des sociétés écrans. Chaque nouvelle information aligne les pièces du puzzle, démontrant qu'une organisation transnationale s'étend au-delà des frontières du Sahel. La transparence choisie par Ibrahim Traoré devient un catalyseur pour l'action. Ce n'est plus une simple enquête, mais un enjeu national. La réaction du pays face à cette situation, en termes de sécurité et de gestion de la crise, changera radicalement le paysage géopolitique de la région. Les révélations qui suivent l'interception des camions sont frappantes, et elles permettent de mieux comprendre l'ampleur du projet en jeu. Les experts burkinabés, aidés par des analystes internationaux, analysent les données recueillies sur le terrain. L'une des premières informations qui ressort est le nombre exact de fusils d'assaut retrouvés, 25 000 unités. Ce chiffre n'est pas anodin, il correspond à un équipement militaire complet capable de soutenir une action de grande envergure. Ces armes, qui auraient pu alimenter des groupes armés locaux, témoignent d'une préparation systématique et d'une volonté de déstabiliser durablement la région. À cela s'ajoute une quantité impressionnante de munitions, 13 millions de cartouches. Cela dépasse largement les besoins d'un conflit local et indique qu'un déploiement à grande échelle était prévu. Chaque munition représente non seulement un stock physique, mais aussi un flux constant de financement et de logistique. Ce n'est pas un simple acte de violence isolé, mais un plan structuré qui implique des ressources d'à long terme. L'estimation financière de cette saisie frôle les 700 millions de dollars, un chiffre qui donne une dimension nouvelle à l'affaire. Un tel montant dépasse largement les capacités financières d'un réseau criminel local. Il révèle l'existence d'acteurs bien plus puissants et bien plus organisés que ce que l'on aurait pu imaginer. Loin d'être une opération opportuniste, cette saisie expose un dispositif mondial bien huilé. Ces données sont corroborées par l'analyse des numéros de série retrouvés sur les armes et les équipements. Plusieurs de ces numéros pointent vers des zones de guerre actives, notamment en Libye et au Yémen, ce qui renforce l'idée d'une opération internationale coordonnée. Ce qui semblait être une simple saisie devient dès lors une révélation sur les relations complexes entre différents acteurs internationaux et leur rôle dans l'alimentation de conflits régionaux. Ces informations permettent également de dresser une carte géographique des réseaux impliqués. Ce sont des flux financiers qui ont traversé plusieurs continents, reliant des sociétés écrans, des intermédiaires de financiers et des entités diplomatiques. Cette révélation est capitale. Elle montre que l'opération de contrebande ne se résume pas à un simple trafic local, mais fait partie d'un projet bien plus vaste qui a été démantelé à un moment crucial grâce à l'intervention rapide des autorités burkinabées. Les chiffres, les armes et les routes traversées permettent désormais de reconstituer une chaîne d'approvisionnement sophistiquée, reliant les zones de conflit au marché noir du Sahel. Ce qui était autrefois une hypothèse devient une réalité prouvée par des données tangibles. La question de l'ampleur de cette opération a donné naissance à plusieurs analyses contradictoires. Certains experts estiment que ce réseau n'est qu'un maillon parmi d'autres dans la vaste toile de la contrebande internationale. Selon cette théorie, la présence d'armes en provenance de zones de guerre comme la Libye ou le Yémen ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'un complot structuré. Au contraire, ces routes de contrebande, bien que financées par des acteurs puissants, fonctionnent sur des logiques opportunistes sans réelle direction centralisée. Les partisans de cette hypothèse soulignent que la fragmentation des cargaisons et les différents itinéraires empruntés par les camions pointent vers une organisation décentralisée.
Selon cette vision, l'absence de coordination globale suggère que les flux sont largement impulsés par des opportunités locales, et non par un plan global visant à déstabiliser le pays. En revanche, d'autres experts défendent l'idée qu'il s'agit d'une opération planifiée, dont l'objectif était de créer un chaos durable dans la région. Ces analystes pointent du doigt la manière dont les armes ont été transportées, les relais logistiques mis en place et la quantité impressionnante de matériel découvert. Selon cette lecture, le réseau de contrebande n'est pas un incident isolé, mais un projet bien structuré. La présence de sociétés écrans, un fait de fond transféré à travers des circuits complexes, ainsi que les liens avec des puissances extérieures, indiquent qu'il y a eu une intention bien définie de déstabiliser la région. Ces éléments, lorsqu'ils sont mis en perspective, permettent de voir une continuité dans le plan qui ne peut pas être le fruit d'un simple hasard. Il s'agit d'une stratégie à long terme, visant à nourrir des conflits régionaux en apportant une aide militaire continue aux groupes armés. Le soutien financier et logistique, combiné à l'utilisation de routes bien définies et de matériel provenant de zones de guerre, révèle un plan coordonné, certes bien dissimulé, mais néanmoins visible pour ceux qui prennent le temps de l'analyser. Cette théorie de l'opération planifiée est renforcée par la découverte de documents et de communications entre les différents acteurs impliqués dans le trafic. Ces pièces à conviction ajoutent une dimension nouvelle à l'affaire, montrant qu'il s'agissait bien d'un complot global dont l'objectif était de déstabiliser le Burkina Faso, voire de provoquer une guerre régionale. La situation prend un tournant décisif lorsqu'une nouvelle révélation bouleverse les précédentes analyses. En plein cœur de l'enquête, un document clé fait surface, une liste de noms et d'entités associées à un projet secret. Ce document, d'abord ignoré comme une simple pièce administrative, devient soudainement l'élément central qui relie toutes les pièces du puzzle. Les noms sur cette liste ne sont pas seulement ceux de petits intermédiaires ou de trafiquants, mais bien des acteurs de haut niveau, des figures politiques et diplomatiques liées à des réseaux d'influence transnationaux. Cette découverte modifie radicalement l'approche de l'enquête. Ce n'est plus simplement une question de trafic d'armement, mais bien un complot plus vaste, visant à créer un changement institutionnel dans la région. Ce document sert de levier, révélant un réseau de complicité qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Dès que les autorités prennent connaissance de cette liste, le caractère de l'affaire évolue. Elle n'est plus une simple crise sécuritaire, mais un défi direct à la stabilité politique de l'État. Le gouvernement, dirigé par Ibrahim Traoré, voit dans cette révélation non seulement une confirmation de ses suspicions, on remet aussi un nouvel impératif, agir rapidement avant que ces acteurs puissants ne réalisent leurs objectifs. Les révélations de l'enquête ont des répercussions immédiates et profondes, tant au niveau national qu'international. Au Burkina Faso, l'impact de l'affaire est immédiat. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prend des mesures pour renforcer la sécurité intérieure et réorganiser les priorités du pays. Les forces de sécurité sont redéployées, les frontières sont sécurisées et des dispositifs de surveillance sont installés pour prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Cette crise a également révélé des faiblesses structurelles dans la gestion du renseignement et la coopération entre différents services de l'État. En réponse, des réformes sont initiées pour améliorer la coordination entre les agences de sécurité et renforcer la transparence dans la gestion des ressources nationales. Toutefois, ces mesures, bien qu'efficaces, n'empêchent pas une période d'incertitude. L'économie burkinabé subit une pression immédiate, avec des investissements étrangers suspendus et une instabilité monétaire marquée par des fluctuations de la valeur de la monnaie locale. Cette incertitude alimente les tensions sociales et politiques, exacerbées par les rumeurs de complot et les pressions internationales croissantes. Sur le plan international, l'affaire du Burkina Faso provoque une onde de choc. Les pays voisins, particulièrement ceux du Sahel, qui prennent des mesures immédiates pour renforcer leurs propres mécanismes de sécurité et lutter contre les réseaux de contrebande transnationaux. Des dialogues sont entamés au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. Le rôle de la France et des puissances extérieures est remis en question,
notamment en ce qui concerne leur implication dans la lutte contre le terrorisme et leur coopération avec les autorités locales. L'UE et les États-Unis expriment leurs préoccupations face à l'instabilité croissante dans la région, ce qui mène à un renforcement des sanctions économiques et diplomatiques. Toutefois, certains voient dans cette crise une occasion pour le Burkina Faso de prendre une posture plus indépendante en cherchant des partenariats alternatifs, notamment avec des acteurs asiatiques et d'autres pays africains. Les conséquences sur le terrain sont plus visibles encore. Les forces de sécurité, qui avaient longtemps été critiquées pour leur inefficacité, gagnent un nouveau respect. Les citoyens, au lieu de se sentir impuissants face aux menaces externes, commencent à percevoir la sécurité comme une responsabilité collective, renforçant ainsi le tissu social du pays. Les discussions publiques, alimentées par les médias et les écoles, se concentrent désormais sur la souveraineté nationale et l'importance de préserver l'indépendance face aux ingérences étrangères. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Une crise évitée, mais avec des leçons amères et des défis à surmonter pour assurer une stabilité durable. C'est l'avenir du Burkina Faso, après la révélation de cette crise, se divise en 3 scénarios plausibles, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité politique, la sécurité et l'économie du pays. Le premier scénario envisage une trajectoire de continuité. Dans ce cas, les autorités burkinabées, après avoir pris les mesures nécessaires pour sécuriser les frontières et renforcer les capacités de renseignement, réussissent à maintenir la situation sous contrôle. La coopération régionale, renforcée par les nouvelles alliances sécuritaires, permet d'éviter une escalade de la violence. Sur le plan économique, bien que l'instabilité monétaire et les tensions sociales demeurent, une gestion prudente et des réformes structurelles permettent au pays de retrouver un équilibre à moyen terme. Guider cette trajectoire mise sur la stabilité et la gestion des acquis, tout en restant vulnérable aux perturbations extérieures. Le second scénario, plus optimiste, envisage une transformation profonde du pays. Dans cette perspective, la crise est utilisée comme un levier pour un changement systémique. Le gouvernement, soutenu par les réformes, parvient à transformer l'élan sécuritaire en développement concret, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Cette évolution est rendue possible grâce à une coopération accrue avec des partenaires régionaux et internationaux. En outre, la montée en puissance de la société civile et des initiatives locales renforce la résilience du pays. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté retrouvée où les citoyens, comme les institutions, travaillent ensemble pour bâtir une nation plus forte et plus indépendante. Enfin, le troisième scénario, le plus sombre, envisage une détérioration continue de la situation. Si les tensions internes, exacerbées par la crise économique et les pressions internationales, ne sont pas gérées efficacement, le pays pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. Les réseaux de contrebande et les groupes armés pourraient exploiter les faiblesses du gouvernement, alimentant ainsi la violence et la méfiance. Dans ce cadre, le Burkina Faso se verrait confronté à des sanctions économiques croissantes, à des ruptures diplomatiques et à un isolement régional. Ce scénario mettrait en péril les avancées réalisées en matière de sécurité et de gouvernance. Cependant, même dans ce cas, saisissant la dynamique créée par la transparence du gouvernement et les premiers succès sécuritaires offriraient une certaine résistance aux forces de déstabilisation. Une telle situation pourrait pousser le pays à rechercher des solutions alternatives, en s'appuyant sur des alliances moins conventionnelles et en diversifiant ses sources de soutien économique et politique. L'impact de cette crise dépasse largement les cercles politiques et militaires. Au sein de la société burkinabé, l'affaire provoque une profonde prise de conscience, réorientant les priorités des citoyens. Le rôle de l'État, jusque-là souvent perçu comme déconnecté des réalités quotidiennes, est désormais redéfini. La révélation de l'ampleur du complot met en lumière l'importance d'une gouvernance transparente et réactive. Pour de nombreux Burkinabés, cette affaire est perçue comme un tournant. Elle démontre que le pays peut, par ses propres moyens, contrer des menaces externes et internes. Dans les villes comme dans les villages,
les conversations tournent autour de la souveraineté nationale et de l'importance de la sécurité. Les citoyens, renforcés par le sentiment que leurs institutions sont désormais capables de réagir, commencent à s'impliquer davantage dans les questions politiques et sécuritaires. Les discussions ne se limitent plus à l'actualité locale, mais s'élargissent à des débats sur la place du Burkina Faso dans le concert des nations. Les écoles, les médias communautaires et même les réseaux sociaux deviennent des espaces où les jeunes générations prennent conscience de l'importance de défendre leur pays. Cette mobilisation se traduit par un sentiment général de vigilance et de responsabilité partagée, une sorte de renouveau civique. Pour les anciens combattants et les militaires retraités, l'affaire réactive un sentiment de fierté nationale, leur rappelant que l'engagement pour la défense du pays n'est pas seulement un devoir, mais un acte de cohésion sociale. Parallèlement, pour la société civile, cela devient un appel à l'action. La crise a révélé que chaque individu, même au niveau local, a un rôle à jouer dans la sécurisation du pays. En fin de compte, cette crise a permis de redéfinir ce que signifie être citoyen dans un pays qui prend en main son destin, loin des ingérences extérieures. La crise a non seulement renforcé la position du gouvernement, mais elle a aussi réveillé un sentiment de solidarité collective parmi les citoyens. De face à l'ampleur des menaces qui pèsent encore sur la stabilité du Burkina Faso, un plan d'action en plusieurs étapes est nécessaire pour garantir une sécurité durable et restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. La première étape consiste à renforcer la sécurisation des frontières. Le gouvernement doit mettre en place un système de surveillance plus sophistiqué, combinant technologie moderne et coopération régionale. L'objectif est de rendre rendre les frontières plus étanches aux infiltrations d'armement et aux mouvements suspects. La deuxième étape se concentre sur la gestion des ressources issues des saisies. Une partie des armes et du matériel récupéré pourrait être réutilisée pour moderniser les capacités militaires nationales, tandis que l'autre pourrait être transformé en fonds destinés à financer des projets de développement dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cette démarche permettrait de maximiser l'impact positif de l'opération sur les conditions de vie des citoyens. La troisième étape porte sur la traçabilité financière. Les autorités doivent mettre en place des mécanismes transparents pour suivre l'utilisation des fonds publics et privés en veillant à ce que chaque centime soit affecté à des projets bien définis et mesurables. Un portail de transparence publique pourrait permettre aux citoyens de suivre l'évolution des projets, renforçant ainsi la confiance dans le gouvernement. La quatrième étape concerne la diplomatie et la consolidation des alliances. Le Burkina Faso doit renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel et au-delà en mettant l'accent sur la coopération en matière de sécurité et de développement. L'établissement de partenariats avec des pays émergents pourrait offrir de nouvelles opportunités économiques et politiques, tout en diversifiant les sources de soutien. Enfin, la cinquième étape consiste à maintenir une communication ouverte et régulière avec le public. Il est essentiel que le gouvernement continue de partager les avancées de ses actions de manière transparente afin de maintenir l'engagement civique et de prévenir la propagation de rumeurs ou de désinformation. Le suivi de ces étapes permettra au Burkina Faso de se relever plus fort, avec une capacité accrue à résister aux menaces internes et externes. À travers cette crise, le Burkina Faso a prouvé que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue par chaque citoyen. Cette affaire, qui a débuté avec la simple vigilance d'un soldat, a conduit à une prise de décision cruciale qui a préservé l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, par son courage et sa transparence, a non seulement confronté une menace directe, mais a aussi réaffirmé la résilience de son peuple. Le capitaine Moussa Kaboré, ce premier témoin clé, incarne l'esprit de responsabilité qui a traversé toute la nation. Ce geste, apparemment anodin, a enclenché une chaîne de réactions qui a non seulement mis fin à un complot, mais a aussi soudé les citoyens autour d'une cause commune, celle de préserver la paix et la dignité de leur nation. Le Burkina Faso, comme le montre cette affaire, aura appris qu'un moment de crise peut aussi être un moment de renouveau. La question qui reste en suspens et qui résonne dans l'esprit de chacun est:
Quelle sera la prochaine étape pour renforcer cette souveraineté retrouvée? Une chose est sûre, l'histoire de cette victoire n'est que le début d'un futur plus solidaire et plus fort. L'affaire qui a secoué le Burkina Faso n'est pas simplement un chapitre d'histoire à retenir, mais un appel à l'action pour chaque citoyen. Alors que le pays se relève, les défis restent nombreux, mais les leçons sont claires. La souveraineté n'est pas une évidence, c'est un combat quotidien qui nécessite la vigilance et l'engagement de tous. Que pouvez-vous faire, là où vous êtes, pour soutenir cette cause? Le Burkina Faso a montré que, même dans les moments de crise, la solidarité et la transparence sont des leviers puissants pour forger un avenir plus sûr et plus juste. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit en renforçant la cohésion au sein de votre communauté, en exigeant plus de transparence de vos dirigeants, ou en participant activement à la construction d'un futur stable et durable. L'appel est lancé. Le chemin sera semé d'embûches, mais avec l'unité et la responsabilité, chaque défi peut être surmonté. Quelles actions prendrez-vous pour ne pas laisser ce moment de lucidité collective être oublié? Engagez-vous, parce que l'avenir de votre pays est entre vos mains.